Après avoir fini la série Andor, j'étais obligé de me remater Rogue One. Rogue One. Comme d'habitude pour ces critiques d'anciens films, je ne vais faire que spoiler. Donc si vous n'avez pas vu Rogue One, quittez cette vidéo car je vais spoiler à partir de maintenant. Mais il n'y aura pas de spoiler pour Andor pour ceux qui veulent commencer la série par exemple. Juste un truc à vous dire, hein, pour ceux qui aiment Rogue One mais qui n'ont toujours pas vu Andor, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous attendez? C'est la meilleure œuvre Star Wars depuis 45 ans. Vous n'avez aucune excuse. Vous devez aller voir Andor pour le coup. C'est exceptionnel. Après, vous pouvez aller voir mes critiques si vous voulez. C'est des critiques spoilers, donc je ne peux pas vous motiver autrement que maintenant de vous dire d'aller voir Andor. Mais après, vous pourrez regarder les critiques si vous voulez. Mais en tout cas, allez voir Andor. C'est exceptionnel. J'ai la saison 1. La saison 2 vient de s'achever. Il faut aller voir Andor. C'est grandiose. Donc foncez sur Andor. En tout cas, Andor, c'est clairement une œuvre de malade. Mais c'est vrai que Rogue One, à l'époque, ça avait quand même beaucoup marqué. C'était le premier film Star Wars anthologie. Ils n'en ont pas fait beaucoup depuis, c'est vrai, ça a un peu mal tourné après le fiasco qui était Han Solo, l'échec au box-office. Mais bon, voilà, ils ont arrêté pour l'instant, ils n'ont pas ressorti de film anthologie, mais ils vont revenir, ces films anthologie, dès l'année prochaine avec Mandalorian et Grogu. Mais je pense que le terme Star Wars Story ou Star Wars anthologie n'existera plus. Mais Rogue One est sorti avec ce terme. Le titre officiel était Rogue One, A Star Wars Story. C'était réalisé par Gareth Edwards, qui va sortir cette année par exemple le Jurassic World Rebirth, qui a fait The Creator, mais avant il avait fait Godzilla et Monsters, et c'était des films qui étaient vraiment appréciés, et donc il est habitué au gigantisme, on va dire, et principalement à la fiction et science-fiction. Et c'est scénarisé par Chris Weitz, mais surtout Tony Gilroy, qui apparemment a sauvé le film. Alors il faut savoir que Rogue One, c'était un film qui a eu énormément de soucis de production, de problèmes, et le scénario était bordélique, il n'y en avait quasiment pas, et c'est lui qui a été appelé pour réécrire le scénario, pour le changer et pour sauver le film. Il en a déjà parlé en interview, il a souvent dit qu'en fait Rogue One était dans un état catastrophique, il a été embauché pour le film de base, pour les reshoots et tout, parce que oui, énorme problème de production, énormément de reshoots, voilà, c'était un film qui a eu beaucoup de soucis. Mais, mine de rien, ça tapait le milliard au box-office. C'est à l'époque où Star Wars, tu sortais un truc, ça tapait le milliard de toute façon. Donc là, c'était quand même un énorme succès pour un budget élevé, hein, de 200 à 280 millions. Mais tout de même, gros succès. Mais est-ce qu'il est aussi bien qu'à l'époque? Parce que moi, lorsque je l'ai vu à l'époque, et je l'ai revu la même année, j'avais fait 2 vidéos sur Rogue One à l'époque, j'avais beaucoup aimé de souvenirs. Et dans ma mémoire, c'était bien. Maintenant, je l'ai revu, est-ce que mon avis a changé? En réalité, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film Star Wars. Donc voir le film commencer avec le fameux texte « A long time ago in a galaxy far away », ça m'a fait un petit truc, parce qu'à la base, moi j'aime bien Star Wars, j'adore la trilogie, voilà, je suis fan normalement, à la base des bases, mais ça faisait plaisir de voir ça, j'étais dedans, j'adore le bruit assourdissant du début du film, et j'aime beaucoup ça, parce que c'est littéralement le même début que Star Wars 4, mais c'est pas un destroyer ici, c'est des astéroïdes, enfin peu importe ce que c'est, mais voilà, c'est pas un vaisseau, pourtant c'est la même forme, et on dirait que lorsqu'il arrive, c'est le même objet spatial. Mais non, là, c'est pas un Star Destroyer, du coup, il joue beaucoup sur ça. T'as vraiment une intro à la Star Wars 4, parce que c'est l'inspiration principale hein, quand même de l'œuvre, et on tombe directement sur une planète qui est mise en avant, plan large, plan plus rapproché. Vous allez voir, ça revient beaucoup, ça. Et c'est ce que j'aime dans Star Wars, c'est qu'en fait, à la base, ils vont tourner dans des endroits qui existent sur Terre, genre l'Islande ici, et ils mettent des effets spéciaux. Voilà, ils rendent le truc un peu plus vivant. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que maintenant, Star Wars, les séries, même les films, apparemment, c'est en studio. Studio, là, ils vont tourner sur place dans énormément de scènes du film et c'est ça qu'il faut faire normalement. C'est pas des studios là qu'on l'a, on dirait comme une planète alien. Même si toi, t'es littéralement allé ici en Islande, tu t'en fous. T'arrives à accepter le fait qu'en réalité, c'est un film, c'est notre planète, il y a des effets spéciaux. Et j'aime beaucoup parce que cette scène rend bien. Elle est magnifique grâce au paysage. Les effets spéciaux sont vraiment bien pour le coup. La photo est nickel, est clean. Tout ça, les enjeux sont mis en avant. Tu comprends que cette fille est au centre de tout ça. Tu sais pas dans quelle direction ça va aller. Elle, on lui dit de s'échapper. Elle refuse. Elle préfère rester avec sa famille. Donc voilà, il y a un truc par rapport à elle, par rapport à la force, par rapport au fait qu'elle est un peu rebelle, par rapport à ses parents évidemment, parce qu'elle refuse les ordres de ses parents, donc l'autorité principale. Tu demandes vraiment qui est cet homme, il y a plein de questions qui sont posées. Ouais, il y a des enjeux qui sont bien mis en avant, je trouve. L'Empire est menaçant alors qu'ils sont genre quoi, 6. Donc voilà, c'est pas du tout quelque chose que tu as l'habitude de voir. En général, l'Empire vient avec une armada entière là. Ils sont pas beaucoup, pourtant ils sont flippants. Et ce qui est bien, c'est que tu comprends déjà qu'au fait, ce mec-là, qui est de l'Empire, donc le méchant,
connaît l'autre personne. Tu penses que c'est potentiellement ton protagoniste ou l'un des protagonistes, et ils se connaissent, ils parlent de manière normale. Le mec refuse de venir avec Krennic, c'est vrai, mais Krennic est certes menaçant, mais il est relax. Tu vois qu'il est à l'aise dans ce qui se fait, et c'est une bonne caractérisation du personnage, je trouve, et c'est pas juste des antagonistes, c'est pas en mode un prisonnier, on va dire de manière très forcée, brutale. Tu vois que Krennic a besoin du scientifique, du coup, et ils ont un petit débat sur la paix, la sécurité, et Krennic dit qu'en fait, si la terreur doit mener la paix et la sécurité, c'est un bon début, commençons par là, il dit. Donc c'est intéressant de voir ça, il essaie même de l'amadouer en disant, voilà, tu seras un héros de l'Empire, viens, tu vas adorer, tu vas kiffer, et... Bon, voilà, il y a aussi des menaces qui sont faites par rapport au fait qu'il allait les envahir et qu'ils allaient menacer toute sa famille. Mais voilà, il y a un truc qui n'est pas juste antagonisant de base. C'est un peu un Inglourious Basterds où il arrive ici, menaçant, mais en rigolant un petit peu. Après, tu peux t'énerver par rapport à la mort de la mère de famille. Tu sais pas pourquoi elle a fait ça. Pour faire gagner du temps, pour la haine, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, même son mari est déçu de sa réaction. Même la fille qui voit la réaction et comprend pas ce qui se passe. Bon voilà, c'est un peu facile, mais on connaît pas le personnage, peut-être c'est émotionnel, peut-être ça me dérange pas, c'est pas le genre de truc pour moi qui gâche le film, et en plus de ça, après il y a une énorme ellipse de l'enfant qui devient adulte avec cette ellipse par rapport à Saw Gerrera qu'on voit juste avant, qui sauve l'enfant, et vu son outfit, vu sa gueule, vu que c'est l'acteur, Forest Whitaker, tu te dis ok, c'est l'un des rebelles, mais plus que ça, voilà, ça met pas mal les enjeux en avant, c'est pas mal mis comme ça dedans, de base, avec les décors, les effets spéciaux, les personnages, c'est un bon début, en plus après cette ellipse-là mène à notre personnage principal, Jean, en prison. Du coup, bah, c'est qui les gens en prison? En général, c'est les gens qui se rebellent par rapport à l'autorité. Et tu dis, ok, c'est une rebelle, ça va être intéressant, elle est déjà dans le coup. Why not? Et en vrai, tu comprends déjà un peu ce qui se passe. C'est fascinant, je trouve, par rapport à ça. En tout cas, c'est très efficace. Voilà, tu vois aussi le budget, les figurants, les décors. La photo est sympa aussi, pour le coup. Il y a un bon travail qui est fait. C'est pas un film qui est moche, c'est pas un film qui est cheap, pour le coup. C'est un film de qualité, mine de rien, aussi pour l'époque, en 2016. Et c'est bizarre maintenant de voir Cassian, vu que tu t'es tapé genre 2 saisons sur lui, 24 heures de contenu, presque, un peu moins quand même, parce que 24 épisodes en tout cas, sur Cassian, c'est pas pareil de le revoir ici, aujourd'hui, c'est même très étrange, mais voilà, c'est l'enjeu principal, il part de l'étoile de la mort, il tue même ce mec de manière très froide. Voilà, c'est le Cassian qu'on connaît, il n'y a rien de choquant. Andor a fait un bon travail par rapport à lui, et je trouve que c'est une bonne introduction au personnage. C'est aussi potentiellement un rebelle à ce stade-là, tu sais pas trop, mais il est prêt à tuer des gens, que ce soit l'Empire, que ce soit le mec qui lui a donné de l'information. Voilà, c'est des gens qui vont être un peu plus durs que d'habitude, c'est pas la rébellion gentille qu'on connaît, et ça je trouve que c'était une bonne idée de le montrer comme ça. Entre Saw Gerrera, qu'on connaît pas tout de suite, mais qui est montré de manière un peu brute, et Cassian, tu dis ok, c'est un peu chaud d'être rebelle, tu vois, ils font des choses qui sont peut-être un peu extrêmes. Donc ça c'est intéressant, et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup repris dans Andor, qui fait grave plaisir, mais honnêtement, là, il faut se poser des questions parce que c'est là que pour moi que le film commence à un peu à vriller. C'est-à-dire qu'on se transporte sur Jeddah, donc j'aime bien, voilà, Jeddah, il y a des grandes statues qui sont, voilà, comme ça, en ruine. Il y a une musique un peu industrielle, c'est Michael Giacchino, hein, c'est le premier compositeur Star Wars à l'époque, hors John Williams. La musique est sympathique, ça te met dedans pour le coup. Tu vois les ruines des Jedi, ils n'existent plus dans ce monde-là, ça fait un long moment, ils ont presque disparu, il y a quasiment personne qui parle de la Force dans le film, sauf le personnage de Jyn Erso. Cette histoire en fait avec l'Empire et ce pilote là qui explique que oui, il y a des gens qui veulent se rebeller contre l'Empire, qui veulent leur rédemption, et ce mec là dans le lore a été convaincu par le père de Jyn Erso, Galen, le personnage de Mads Mikkelsen, et tu comprends qu'en fait ce scientifique là il travaille contre l'Empire, et ça explique pourquoi en fait dans l'étoile noire, il y a une sorte de faille. C'est que c'est le scientifique principal qui a mis cette faille. Parce que c'était, vous savez, à l'époque, l'un des gros trucs qui disait que par rapport à Nouvel Espoir, c'est qu'en fait, c'est con comme scénario d'avoir une faille comme ça. Mais là, c'est expliqué par lui qui essaie de, on va dire, corrompre des gens de l'Empire pour qu'ils viennent du côté de la rébellion. Lui qui a mis, voilà, ce processus dans l'étoile noire pour les détruire facilement. C'est un truc qui est bien expliqué et je trouve assez intéressant qui, on va dire, corrige une facilité scénaristique du Nouvel Espoir. Mais en tout cas, moi, ce qui m'énerve, c'est ça. C'est à quel point on passe d'une planète à une planète constamment avec le même procédé. Et ça arrive énormément dans le film. Genre, voilà, même quand tu as des endroits qui ont été déjà présentés avec des personnages déjà ancrés, on va te montrer un plan comme ça sur la planète, un plan plus proche du bâtiment en question et un plan sur le personnage. C'est toujours pareil, ça le fait constamment, c'est assez indigeste à partir d'un moment. Voilà, on sait se repérer. Si tu me dis que telle personne est sur telle planète, pas besoin de me remater à chaque fois la planète en boucle constamment. Et ils le font, je trouve que c'est assez désagréable, assez pénible. Et en plus de ça, là, quand même, ce qui est cool, c'est que le personnage de Jyn Erso, tu dis ok, elle va en prison de l'Empire, elle est sauvée par les rebelles, mais elle les attaque. Et là, tu comprends qu'en fait, elle n'est pas avec les rebelles et qu'elle déteste même les rebelles. Et c'est là qu'aussi a introduit K2SO. Et ensuite, bim, la même chose.
Yavin 4, plan large, puis on se rapproche. Bon, c'est un peu pénible à chaque fois et ça le fait vraiment souvent, hein, je le répète, c'est la méthode. Donc tu dis vraiment qu'en fait tout a été tourné de manière presque sans scénario parce qu'ils doivent à chaque fois faire des rappels avec des effets spéciaux comme ça parce qu'ils n'ont pas tourné des scènes, la connexion n'était pas bien faite ou des choses comme ça. C'est bizarre hein, de voir tous les gens qui étaient présents dans Andor, j'avoue, c'est cool de les revoir, les acteurs et tout. Maintenant que tu as plus de contexte, plus de lore pour eux et Andor respecte plutôt bien le lore de Rogue One, mais pas totalement, je trouve, en revoyant le film aujourd'hui, mais ça dit les enjeux. Voilà, maintenant, il faut sauver le père de cette femme qui n'est pas une rebelle, qui aime pas la rébellion d'ailleurs, et il passe beaucoup de temps à expliquer des choses. Il y a beaucoup de contexte constamment, je trouve, et tu te téléportes constamment aussi dans le film. Bon, le contexte c'est ça, trouver le père du coup de Jyn, le tuer Saw Gerrera aussi, et c'est beaucoup d'exposition, c'est que ça constamment. On te montre aussi le personnage de Saw Gerrera, t'as un peu tes preuves sur le fait que c'est un fanatique à la fois, qu'il est un peu fou, qu'il se drogue, qu'il a pas l'air très joyeux. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, je trouve, par rapport au fait qu'ils veulent tuer le père et Saw. Il y a un truc qui est un peu abordé vite fait après par rapport au film, mais ça change pas grand chose. Je trouve malheureusement, c'est un secret que la rébellion se garde qui n'est pas dit à Jyn pour pas justement faire que Jyn va s'opposer justement à la rébellion, mais c'est pas très bien utilisé. Mais Saw est caractérisé comme un vétéran, blasé, blessé aussi. Il n'a pas tous ses membres pour le coup, mais tout s'enchaîne hein, super vite. Hein. T'as pas un moment de répit, tu vas de planète en planète. Tu vois le côté un peu tyran de Saw, le côté presque religieux, presque voilà, fanatique de la rébellion qui est pas mal. Il y a des scènes que je trouve un peu anecdotiques, pas fascinantes. La scène avec Borgulette, c'est ce fameux monstre qui apparemment lit dans les pensées et qui détruit l'esprit des gens, qui est jamais réellement réutilisé après, parce que même s'il va mal pendant quelques minutes, après il va bien fatalement, mais globalement c'est une sorte de machine de torture et normalement les rebelles ne torturent pas, c'est ça l'idée. Bon après quand tu ressors d'Andorre, tu sais que les rebelles torturent, mais quand tu vois le film à l'époque, bah, ça montrait les rebelles comme une force un peu extrémiste, résistante, presque terroriste pour le coup, et j'avoue que la torture du personnage est un peu expédiée comme ça, qu'une créature pas forcément très esthétique, je trouve, en termes d'utilisation artistique, mais why not, pourquoi pas, mais les VFX sont pas fous. Alors là, ça va, en termes d'image, ça passe, mais quand c'est en mouvement, je trouve que le film, il y a des effets spéciaux qui sont un peu discutables, et je trouve que le film n'a pas très bien vieilli de ce point de vue-là. Alors au cinéma, en général, tu vois moins les effets spéciaux, à quel point ils sont moches, mais à la maison, tu les vois beaucoup plus, parce que bah, l'écran est plus petit, la définition est meilleure qu'au cinéma en théorie, hein, aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué, et pourtant j'ai le Blu-ray hein, 4K hein, du film, mais voilà, c'est pas toujours terrible en termes de VFX, mais moi ça me dérange pas en général. Hein. Si c'est l'histoire suit, si tout est bien par rapport à ça, c'est pas ce qui gâche tout. Mais voilà, on continue avec. Pour moi, le gros souci du film, tu vois, on est à presque plus d'une demi-heure de film là, et je me dis, ok, mis à part quelques séquences sympathiques qui vont avoir lieu juste après, bah le film c'est des chants contre chants. C'est constamment ça, chant contre chant, dialogue, chant contre chant, scène d'action, chant contre chant. Il n'y a pas trop d'idées, quoi. C'est le même procédé constamment, et je me dis, au fait, il n'y a pas une seule bonne idée de mise en scène. C'est efficace, hein, c'est bien, ça a de la gueule et tout, mais c'est plan-plan, et c'est un peu chiant à regarder. Il y a des choses bien qui redressent un peu le niveau, je veux dire, tout le travail sur l'ombre avec le Star Destroyer qui est tout petit, et l'ombre qui révèle l'étoile de la mort juste après, je trouve que c'est bien, c'est réussi, et tout ce qui concerne le gigantisme, je trouve ça vraiment génial, et Gareth Edwards a toujours été bon lorsqu'il faut parler de grandes choses. C'est voilà, c'est spécialité, disons, c'est pour ça qu'il est embauché sur tous les projets où il y a des grosses bébêtes. Apparemment, il va faire Dune 4, il fait Jurassic World, il a fait de Creator, il y avait de grosses machines aussi, mine de rien. Donc oui, il y a des choses qui sont bien, genre des plans comme ça pour montrer l'échelle, la différence. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dirait Petra ici, plus t'avances dans le film, plus on dirait Petra en Jordanie. Il y a un vrai travail qui est bien, ça permet de te repérer voilà, et de comprendre à quel point l'Empire est présent ici. Il y a des choses qui sont pas mal de ce point de vue-là. Oui, ça se répète visuellement, toujours le même procédé constamment, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est joli, c'est déjà ça. Et quand ça parle de gigantisme, c'est pas mal. Par contre, il y a un truc que j'avais un peu oublié, c'est qu'il y a Tarkin dans le film. Et je me rappelle très bien. À l'époque, lorsque j'ai vu Tarkin, je me suis dit, oh, en vrai, ça va, c'est pas trop mal, c'est ok. Aujourd'hui, ça passe plus. Je vous jure, aujourd'hui, ça passe plus du tout. En vrai, en photo, ça va. Là, quand il bouge pas, ça va. Mais dès qu'il bouge, l'uncanny valley à fond. Il y a 10 ans, je pense qu'on était un peu impressionnés parce que c'était un peu la première fois que ça arrivait. Genre, c'est la première fois que dans un blockbuster, il y avait une sorte de reconstruction du visage d'une personne qui est décédée en plus. Je crois qu'il était déjà décédé à l'époque, hein, l'acteur. Mais voilà, il y avait une vraie reconstruction. La voix est top. L'acteur qui le remplace avec la voix et tout est génial. Mais l'uncanny valley de malade. Et maintenant, en le regardant, je fais, c'est pas possible. Comment j'ai pu apprécier ça à l'époque? C'est horrible. Ça te sort complètement du truc. Peut-être je suis devenu moins indulgent par rapport à ça, j'en sais rien. Ou peut-être je me suis habitué à avoir des rajeunissements / résurrections plus convenables. À l'époque, je sais que ça avait un peu fait grincer des dents, mais
moi, je trouvais ça pas mal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es habitué à voir des trucs qui sont peut-être bien mieux, normal, en 10 ans, la technologie a beaucoup évolué, surtout de ce point de vue-là. Là, c'est dur, hein. Regardez, hein. Rematez-vous la scène dès qu'il bouge les lèvres, la bouche et tout. Encore, ça va, tu vois, les rides, tout ça. Mais quand il parle, c'est très très bizarre. On ne dirait pas une vraie personne. Donc, ça sort un peu de l'œuvre. Alors, je vais pas chipoter sur ça parce que je comprends et tout. Bon, voilà, c'est pas la fin du monde, mais ça m'a quand même fait un peu sortir de l'œuvre. Je donne pas des points négatifs par rapport à ça. Je comprends le choix et je comprends qu'il y avait des limites technologiques à l'époque. Mais voilà. Ça fait un peu sortir, mais en tout cas, ça permet de comprendre la hiérarchie que notre personnage de Krennic est au final pas le plus important de l'œuvre et qu'il y a une vraie rivalité avec d'ailleurs ce personnage-là. Et il y a plein de choses que j'aime bien en théorie. Il y a des phrases qu'on a déjà entendues dans Star Wars, que ce soit dans Andor ou autre. Rebellions are built on hope. C'est un truc qui est vraiment important pour la saga, mais ça te bombarde encore d'expositions. Le flashback avec lui, scientifique, Empire, le lien quand elle était petite et tout. Oh, exposition, exposition constamment. Voilà, c'est comme ça. Après, j'aime bien, encore une fois, quand ils sont au marché sur Jeddah, ça montre un peu la vie sur Jeddah, ça montre qu'il y a du monde qui habite là-bas et tout. Il y a des trucs cool, mine de rien. Alors oui, il y a des choses un peu approximatives avec Donnie Yen qui est présenté comme peut-être un mec qui a la force ou pas. On en parle juste après. Il y a des trucs comme ça. Mais globalement, ça rend le monde un peu plus vivant, je trouve, même si pendant genre 1h20 de film, Felicity Jones fait la même tête confuse et c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas la chose la plus grave, je trouve. C'est ensuite la première grosse scène d'action de l'œuvre, c'est cette scène d'action, donc cette attaque terroriste hein, pour le coup. Et encore une fois, là, bah, je la trouve sympa, mais c'est vraiment basique aussi, quoi. C'est des champs contre champs, on n'est pas vraiment perdu dans la géographie, c'est vrai, mais il n'y a pas d'énergie, quoi. C'est banal, c'est inintéressant. Il y a des petits trucs hein, cool, comme justement quelques plans comme ça où tu te repères un peu mieux et tout. Why not? Et il y a des choses bien, surtout d'un point de vue des personnages, parce que les scènes d'action sont bien quand elles racontent tout sur les personnages. Mais là, vu que c'est une scène d'action avec des gens que tu connais pas et c'est complètement balèque, c'est intéressant quand, au fait, Jean voit un enfant, une enfant pour le coup, là, elle veut le sauver, cet enfant, et elle essaye parce que ça lui fait penser à elle qui était jeune, qui a subi aussi l'Empire. Donc quand ça parle de caractérisation des personnages et tout, c'est bien. Mais ça, c'est un petit moment dans une séquence d'action un petit peu longue aussi, donc j'ai un peu du mal avec ça. Et il y a des choses qui sont bien, par contre, quand ça parle du comic relief par rapport à K2SO, parce que là, Jean va tuer sur un robot du même modèle et va one-shotter le robot, ce qui est assez paradoxal, parce que juste après, à la fin du film, K2SO va se prendre plein de balles différentes, des mêmes blasters, et il ira bien. Bon, c'est un détail, on s'en fout un petit peu, hein, c'est pas le genre de choses qui, moi, me dérange, mais c'est une chose que tu remarques tout de même, et ça build up la relation avec K2SO et Jean, qui est sympathique. Au début, ils sont un peu ennemis, et au final, ils deviennent de plus en plus amis. C'est un peu mignon, c'est un peu rigolo. Pourquoi pas? Mais c'est le schéma visuel, hein. Voilà, encore une fois, plan large. C'est normal, hein, c'est pour montrer que l'Empire arrive avec des grosses armes, grosse artillerie, des choses comme ça. Mais globalement, à ce stade, j'en ai un peu marre. C'est vraiment la même chose. Je n'en peux plus. Voilà, c'est ça la vérité, c'est que tout semble déconnecté et qu'ils ont voulu tout reconnecter, toutes les scènes constamment avec des plans larges comme ça pour nous dire ah au fait on est là, n'oublie pas et tout. Moi ça me saoule un petit peu, honnêtement je comprends que des gens soient pas du tout dérangés par ça, mais moi ça m'a semblé un peu simple mine de rien. Il y a des choses cool, hein. Moi je trouve que l'idée de ce Donnie Yen aveugle est plutôt bien utilisée, tu sais pas si c'est un Jedi ou pas. Il y a un truc de mise en scène qui est utilisé qu'une fois avec lui, c'est que vu qu'il est aveugle, il entend et du coup bah sur les bruits, il y aura des plans comme ça sur les choses qui font du bruit de la part des Stormtroopers. Et tu dis, ok, ça serait utilisé en termes de mise en scène. Non, il y a deux plans sur ça. Ok, il entend tel truc et tel truc. Et voilà, maintenant, le mec est fort, il les voit, entre guillemets, il les entend en tout cas. Et il laisse faire Donnie Yen, faire du Donnie Yen. C'est un peu décevant, je trouve, au final, maintenant, avec le recul, quand tu vois ce genre de scène, tu dis, ok, il y avait une idée de mise en scène à développer ici, c'est jamais redéveloppé, et il fait, des arts martiaux de manière PG-13, avec pas trop d'impact, avec une mise en scène vraiment sympathique sans plus, quoi. Franchement ça se regarde, tu dis ok t'as Donnie Yen et tu lui fais faire des banalités comme ça, c'est un peu dommage mine de rien, mais c'est ça qui est frustrant avec le film, c'est que parfois il a des idées comme ça qui sont jamais utilisées, parfois t'as des plans magnifiques de l'étoile noire, on dirait une éclipse, d'ailleurs ça fait penser au générique d'Andor, ce qui est assez drôle, mine de rien, j'avais jamais fait le lien avec Rogue One pour le coup, et il y a un vrai build-up, tu vois, l'étoile noire qui va être utilisée sur cette planète et tout, il y a un vrai stress, une vraie anticipation que je trouve pas mal mine de rien, et ça continue avec les personnages, mais c'est là que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que au fait on développe pas du tout les personnages dans ce film. Cassian, il y a cette phrase par rapport à lui qui dit que c'est la première fois qu'il était en prison. Alors bon, maintenant qu'on a vu Andor, on sait que c'est faux, clairement, mais c'est rigolo d'entendre Cassian dire ça parce que maintenant tu sais que c'est un mensonge, mais même en voyant que le film, tu te rendais compte que c'était un mensonge parce qu'il avait de l'expérience et des choses comme ça, mais c'est très drôle en sachant que en fait dans Andor, c'est genre l'un des meilleurs arcs de la série que Cassian était en prison, mais il y a très peu de moments comme ça où il développe les personnages. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est pas un film sur les personnages, c'est vraiment un film sur l'étoile noire au final. Et c'est ça qui m'a
fait regretter maintenant ce visionnage, c'est que je me dis, il y avait tellement de choses intéressantes, mais elles sont pas du tout développées. Et je pense que Andor, la série, permet d'aider cette chose-là, de sauver un peu les meubles, entre guillemets, du film, parce que maintenant, du coup, t'as plus besoin de redévelopper si t'as vu la série. Mais si tu vois que le film, c'est vrai, soyons honnêtes, que les personnages sont pas du tout développés et ils ont quasiment pas d'arc narratif. C'est quasiment les mêmes du début à la fin. Ou alors ça va beaucoup trop vite pour le coup. Pareil, la rédemption du pilote va super vite, jamais réellement expliquée. Et vous savez, il vient de se faire détruire le cerveau, entre guillemets, hein, par la créature. Et l'alchimie entre les membres de cette équipe, cette fameuse équipe Rogue One, qui est intitulée comme ça juste après, inexistante, nulle. Ils vont tous aller se sacrifier, ils se connaissent pas du tout, et à ce moment-là, dans le film, t'es même pas au courant d'à quel point la cause est importante. Avec Andor, ça amplifie les enjeux, et tu comprends pourquoi Cassian est prêt à sacrifier, mais là, avec le film, c'est vrai que c'est assez mou, assez faible, et il y a zéro alchimie entre tous les personnages, et ça, c'est triste. Les seuls qui ont l'alchimie, c'est les deux, là, parce que tu sens qu'il y a une vraie rancœur, et une colère de Jyn par rapport à So qui essaie de s'expliquer, encore une fois hyper explicatif, hein, exposition, t'as l'impression qu'ils sont en train de régler vous savez, des facilités scénaristiques tout le long du film. Elle est complètement défaitiste, elle a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que si tu ne lèves pas la tête, tu ne vois pas les drapeaux de l'Empire. Et je trouve que c'est une belle phrase parce que ça correspond beaucoup aux thématiques de Star Wars. Il y a des gens qui sont prêts à vivre dans une dictature, du moment que tu fermes les yeux sur la dictature, normalement ça devrait bien se passer. Mais la vérité, surtout maintenant qu'on a vu Andor, on sait que c'est pas ça. Mais elle est défaitiste parce qu'elle a été abandonnée par son père, l'Empire qu'il a recherché, et son nouveau père, entre guillemets, qu'il a abandonné. Et en réalité, c'est dommage de ne pas avoir développé ça, et je pense que l'histoire la plus intéressante en termes de personnages n'aurait pas été l'histoire de Rogue One, parce que, encore une fois, ça revient sur l'étoile noire, je trouve, aujourd'hui en le revoyant, mais aurait été l'histoire de Jyn et So, et pourquoi il y a eu cette rupture, cassure entre les deux. C'est vite fait expliqué, mais c'est dommage. Et ensuite, tu as ce fameux message du père de Jyn Galen où tu dis voilà, elle a pas vu son père depuis super longtemps, mais là c'est que de l'explication, c'est que des trucs où ils expliquent le scénario encore et encore, et t'es en mode ok, il explique le scénario de pourquoi il y a un problème dans l'étoile noire, c'est lui qui l'a mis, et c'est le gros point faible du film. Ils font que expliquer le scénario du quatrième film en fait constamment, et c'est un peu dommage. Et elle est en train de pleurer et toi tu ressens rien, tu regardes le truc, tu fais ok d'accord, moi je viens de me taper 2 minutes d'hologramme d'exposition, je trouve pas ça fascinant et c'est un peu dommage. Et après tu vois, le seul personnage qui avait un peu d'alchimie avec quelqu'un d'autre, c'était So, qui décide de sacrifier. T'as pas d'émotion parce que du coup bah tu sais pas vraiment pourquoi ils se sont cassés entre eux, enfin cette relation s'est cassée, tu sais pas vraiment. T'as rien, t'as pas grand chose à se mettre sous la dent, t'as pas de moment entre eux. Il décide de sacrifier parce qu'il est fatigué, il en a marre, il est déprimé. On s'en fout, il décide de sacrifier, c'est pas très important, c'est pas très développé non plus, c'est un peu dommage. Mais c'est présent, quoi. C'est déjà ça. Il y a un truc, il y a un petit moment de personnage. Son sacrifice sert à rien, hein, clairement. Mais pourquoi pas, il est fatigué de la guerre, j'imagine. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le personnage de Krennic, de Ben Mendelsohn, qui est genre le meilleur acteur du film, et c'est lui qui porte le film en termes d'acting, je trouve, lui, il a beaucoup de caractérisation. Il est vraiment à fond sur sa carrière, il est très froid. Genre là, il regarde l'explosion de l'étoile noire et il kiffe. Vraiment, il est à fond dedans, il pense que à sa carrière, il veut gravir les échelons. La rivalité avec Tarkin est tout simplement une rivalité corporatiste, disons. Vraiment, lui, ce qui l'intéresse, c'est les échelons, c'est être voilà, le mieux placé dans l'Empire, parler à Palpatine et tout. Et ça, j'aime beaucoup à quel point il est caractérisé avec des petites phrases, des petits moments comme ça. C'est le personnage le mieux développé de l'œuvre, au final, de manière la plus intelligente aussi. Et en plus, l'acteur fait un super travail, donc ça aide. Après, encore une fois, dès que c'est du gigantisme, bah ouais, le tsunami de terre, bah, je trouve que c'est une idée géniale, qui est top, ça fait flipper, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire sur ce point de vue-là. Mais après, quand tu es dans le vaisseau, voilà, ça c'est top, ce plan-là, génial. Mais quand tu es dans le vaisseau en soi, il n'y a pas de dynamisme, c'est pas flippant, tu n'y crois pas une seule seconde. Andor faisait un bien meilleur travail de mise en scène sur ça, alors que c'est une série qui a genre le même budget, mais pour 12 épisodes au lieu de 2 heures. Et Andor le faisait beaucoup mieux, quoi. Et il y a des choses qui sont bien. L'explosion, voilà, c'est gigantesque, c'est joli, bon travail dessus. Tout ce qui concerne l'étoile noire, c'est super bien fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est l'étoile noire. Mais en même temps, ils viennent de détruire Jeddah. Tu ressens rien. Il y a Donnie Yen, son personnage, qui dit une phrase à partir d'une scène et tu ressens rien. Tu fais ok, d'accord, bah en fait, ils viennent d'assassiner des gens que t'as vus en plus. Mais toi, tu ressens rien. Tu fais ok, bon, c'est l'étoile noire, c'est comme ça, t'imagines. C'est un peu dommage, voilà. Tu tapes une belle scène comme ça, t'as pas l'impact émotionnel des gens. Ensuite, tu te retapes Tarkin dégueulasse pas rajeunissement, mais un acteur qui joue avec cette gueule-là. Et justement, la rivalité entre Krennic et lui est intéressante. Lui, c'est vraiment un suceur corporatiste, mais il veut justement gravir les échelons le plus possible. Il est prêt à voilà, confronter Tarkin, mais voilà, il s'est rappelé de sa position dans cette entreprise, on va dire, qui est l'Empire. Et ouais, ça c'est intéressant pour le coup, ça j'aime bien. C'est pour ça que c'est cool de l'avoir aussi revu dans Andor, mais c'est des bonnes choses, je trouve, dans le film. Mais ensuite, quand tu arrives sur cette nouvelle planète, et bout,
La tempête, bon, encore une fois, en termes de mise en scène, c'est très simple, c'est très mou, ça manque d'idées. Et toutes les scènes, je vous jure, semblent déconnectées et rushées à la fois. La scène d'infiltration ici, et je trouve, encore une fois, hein, je vais le dire, mais très simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de stress, d'intensité, c'est champ contre champ, c'est pas flippant et c'est même moche, hein, disons les choses. Alors en photo encore ça va, mais en mouvement, c'est vraiment pas beau pour le coup. Tu sens les décors qui sont pas terribles. Ouais, c'est un peu dommage, hein. Il y a des trucs, un peu de personnages qui sont sympas, comme justement le personnage de Galen qui est prêt à sacrifier lui en assumant que c'est lui la taupe et du coup il est puni par rapport à ça parce que l'Empire est sadique évidemment, hein, c'est des nazis hein, pour rappel. Et du coup c'est tous les autres officiers scientifiques qui sont tués à sa place et surtout qu'ils ont besoin de lui et ils peuvent pas le tuer. Et ils pensaient que justement il allait épargner les gens mais ça se retourne contre lui. Donc ça c'est des choses de personnages qui sont quand même assez intéressantes. Matt Mikkelsen est vraiment bon je trouve dans le rôle, mais encore une fois sa mort, les retrouvailles, c'est joli. C'est d'ailleurs la seule scène jolie hein, ce moment-là, de cette séquence sur la planète. C'est quand il y a la pluie, quand il y a la lumière rouge, des flammes et tout sur les visages des personnages. Toutes ces séquences sur la pluie sont jolies esthétiquement. Il y a un vrai travail dessus. C'est encore champ contre champ. Il n'y a pas d'émotion ici, je trouve malheureusement. Et il y a tout ce délire aussi, voilà, qui est un peu raté dans ces retrouvailles et cette fin. Et aussi, tout ce qui concerne Cassian, apparemment Cassian c'est pas un tueur. Il y a toutes ces thématiques de K2SO qui dit que Cassian c'est pas un tueur et tout. Je me dis, mais attends, déjà j'ai vu Andor, ok, mais même si j'ai vu que le film, la première fois que tu vois Cassian, c'est qu'il tue un mec qui n'a rien demandé et il tue des officiers de l'Empire, quoi, des Stormtroopers. Donc Cassian pas un tueur. Je ne sais pas trop, mais j'y crois pas des masses. Et à ce stade-là, d'après Andor, bon, je suis bien conscient qu'Andor n'existait pas à l'époque, hein, mais là, Cassian, il est carrément prêt à tuer des gens comme ça. Donc bon, c'est un petit truc comme ça, mais je vois pas pourquoi cette intrigue de Cassian pas un tueur est aussi mise en avant, aussi développée, alors que c'est un peu mou, comme l'attaque sur Edo qui est molle. Alors il y a des plans cool, hein. En fait, Gareth Edwards, lorsqu'il mélange les acteurs sur place et les effets spéciaux des grands vaisseaux qui arrivent, il le fait surtout bien sur Scarif. En vrai, c'est pas mal et j'aime bien. Je trouve que c'est pertinent, c'est immersif, c'est vraiment divertissant de ce point de vue-là. Mais grosso modo, quand c'est pas mélangé, surtout là où tu vois rien parce qu'il pleut, c'est de nuit, c'est vraiment pas terrible. Et tout le conflit entre Cassian et Jyn, parce que justement Jyn apprend que Cassian devait le tuer, bah, c'est réglé en 2 secondes et on passe à autre chose et c'est fini. Ok, d'accord. Franchement, il n'y a même pas d'alchimie, de tension romantique ou quoi. Il n'y a rien. Franchement, c'est très faible de ce point de vue-là, je trouve aussi. Et chaque moment entre les membres de l'équipe du Rogue One sont faibles. T'y crois pas, il n'y a pas d'émotion. Ouais, c'est un peu dommage aussi de ce point de vue-là, donc c'est triste. Après, il y a la fameuse séquence avec Vador. Vador qui est montré dans son Bacta Tank à un moment. Il a une arrivée super lente et tout. Il est menaçant, il est réussi. Bon, ils arrivent à faire Vador comme dans Star Wars, mine de rien. Là, c'est moche comme pas possible. Je sais pas pourquoi ils ont fait cette séquence comme ça. Cette profondeur de champ qui est extrême. La lumière qui fait pas du tout naturelle sur le visage de Ben Mendelsohn. Bon, c'est un peu pas terrible, je dirais, mais quand même, Vador a une vraie réussite, je trouve, dans le film, mine de rien. Mais tout ça, c'est des reshoots, hein, derrière nouvelle. Vador devait même pas être dans le film à la base, ce qui aurait été une meilleure idée, mais ils ont ajouté Vador parce qu'en fait, le film tenait pas, quoi. Enfin, sans Vador, il fallait un truc pour accrocher les spectateurs. Ils ont raison, parce qu'en vrai, Vador sauve beaucoup du film. Et en plus de ça, il a une phrase un peu sarcastique, vu que justement, on a ce Ben Mendelsohn, ce Krennic qui est très voilà, corporatiste, qui a envie de gravir ses échelons, opportuniste aussi. Il lui dit Be careful not to choke on your aspirations pendant qu'il l'étrangle avec la force. Voilà, c'est un peu ce sarcasme de la part de Vador qui est plutôt pas mal et assez iconique et j'aime bien, ils l'ont vraiment réussi. Et c'est la voix évidemment de James Earl Jones. Sur ça, c'est top. Les séquences avec Vador sont bien, un peu laides, mine de rien, maintenant les revoyant, mais franchement, ça passe. Cependant, je trouve encore une fois qu'il y a quelques problèmes concernant évidemment ce qui se passe après. Jyn, d'un coup, devient le symbole de la rébellion. C'est elle qui motive les troupes. Alors, pas tout le monde est d'accord avec elle. D'ailleurs, la majorité des gens ne sont pas d'accord avec elle. Mais ce switch de Jyn qui s'en fout de la rébellion, la scène d'avant, et du coup, Saw Gerrera est mort. Du coup, c'est censé motiver Jyn. En plus, son père est mort, ça en fait motiver Jyn. Je trouve que ça va vite, mine de rien. Pour quelqu'un qui n'avait rien à foutre de la rébellion il y a quoi, 12 minutes, ça va super vite. Ils font rapidement tous, entre guillemets, confiance à Jyn. Alors, pas les gens les plus importants, hein, mais surtout Cassian fait confiance à Jyn. Cette équipe de bras cassés aussi fait confiance à Jyn. Je trouve que c'est mal développé. Honnêtement, je trouve que ça va super vite. Je pense qu'il aurait dû falloir, entre cette scène-là et la scène d'avant, une petite séquence, tu vois. Entre peut-être Cassian et Jyn qui se parlent. Un truc peut-être pour la motiver, elle. Parce que normalement, en théorie, maintenant que tu as vu Andor, c'est pire. Hein, parce que normalement, c'est Cassian qui aurait dû être, on va dire, la force. Ce moment qu'il aurait dû avoir là, en tant que leader. Voilà, l'arc d'Andor, c'est ça. En fait, c'est elle, au final.
Bon, lui, il rejoint, ok, pourquoi pas, mais avec Andor que tu as vu maintenant, c'est encore moins logique qu'il accepte de rejoindre, c'est lui qui aurait dû prendre le dessus. Et il aurait fallu peut-être une scène avant pour la motive ou des choses comme ça, pour qu'il y ait un peu plus d'enjeu par rapport à son personnage, parce que voilà, encore une fois, les arcs vont trop vite, quoi, et je trouve que c'est vraiment dommage, et en plus, ils vont tous sur une mission suicide d'un personnage qui connaît à peine, qui a pas fait ses preuves, je trouve. Voilà, c'est comme ça, hein, ça va vite, c'est ça le problème du film aujourd'hui, malheureusement, que vous ayez vu Andor ou pas. D'ailleurs, et le titre, je trouve qu'il est ramené d'une manière assez bancale aussi. Vous savez, c'est title drop, c'est name drop des films. Là, c'est Rogue One. Bon, ok, pourquoi pas, c'est pas grave. Moi, ce qui me fait rire quand même, c'est qu'ils ont quand même mis une scène avec Bail Organa qui décide d'aller sur Alderaan en mode ouais, l'étoile noire, je m'en fous. D'ailleurs, dans Andor, c'est pareil. Dans Andor, il dit non, moi, l'étoile noire, j'y crois pas, je m'en fous, tranquille. Et il rigole, il fait allez, à plus. Et bon, vous savez, hein, il meurt genre 2 jours après, en théorie. Donc, un peu déçu du film à ce stade-là, je me dis putain. Dans mes souvenirs, le film était meilleur. Et j'enchaîne un film qui va vite, qui est mal développé, les personnages qui sont mal mis en avant aussi. Il n'y a pas vraiment d'arc narratif. Putain, qu'est-ce que je regarde? Mais j'avoue, tout de même, que la bataille de Scarif sauve un peu tout ça. Parce que la bataille de Scarif, ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à bien filmer la scène, c'est-à-dire qu'on n'est jamais perdu géographiquement, surtout qu'on arrive sur la planète, on nous montre ces gros plans, c'est assez simple, voilà, c'est une plage, c'est très vertical aussi, en tout cas de la manière dont c'est présenté ici, à la grande tour, voilà, on comprend, c'est assez parfait, c'est simple à comprendre, en plus de ça, il y a un vrai build-up, clairement, géographique, par rapport au plan qu'ils mettent en place, ils se parlent pas beaucoup dans le vaisseau, ce qui est un peu dommage, il n'y a pas de scène entre l'équipe, en fait, tu vois ça aussi qui est chiant, c'est vraiment pas développé, ça m'énerve à chaque fois que j'y pense. Mais il y a un vrai build-up par rapport à la séquence, on comprend tout, l'intérieur, les plages. Il y a pas mal de scènes aussi avec Ben Mendelsohn qui est là. Et du coup, on voit où arrivent les rebelles, l'ennemi, le Rogue One et les autres par la suite, lui dans la tour. On comprend parfaitement ce qui se passe. Oui, il y a des easter eggs un peu lourds comme ça et tout, mais voilà, R2D2, ce sera un peu, je m'en fous un petit peu. Voilà, ils ont le droit de faire un petit easter egg comme ça. C'est pas la fin du monde. Maintenant, on sait que c'est catastrophique parce que maintenant dans Star Wars, ils font que ça, sauf Andor parce qu'Andor est béni des dieux, c'est une anomalie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ouais, Edwards, quand il veut filmer cette bataille, il s'en sort parce qu'il arrive à filmer de différents points de vue. Là, il est en mode caméra épaule, film de guerre, il est derrière les soldats rebelles, il y a les Stormtroopers en face. Tu sais pas dans quelle direction ça va aller, c'est dangereux. Tu te repères bien. Il y a beaucoup de plans pour montrer les différents points de vue, que ce soit des vaisseaux, que ce soit des plus grandes machines, des AT-AT. Il y a tout qui est bien de ce point de vue-là. Je trouve que tu te perds jamais. C'est top. Il y a pas mal de plans. Ça fait très Star Wars 2 forcément, mais c'est bien géré parce qu'ils arrivent à équilibrer entre les plans cockpit comme ça. En même temps, les vaisseaux derrière, ils ont un vrai poids, ils vont vite. Et tu vois exactement à chaque fois où ils sont quand ils le montrent. Donc ça fait à la fois très Star Wars et tu vois les vaisseaux passer ici. Tu vois où ils vont du point de vue de Krennic. Ça donne justement ce développement de Krennic qui voit justement sa base être détruite et c'est sa responsabilité. Il voit du coup sa carrière partir en fumée en même temps et on passe d'ailleurs de Krennic au vaisseau en un seul plan. Je trouve ça assez réussi mine de rien et ça le fait souvent. Hein. Il y a pas mal de plans. On va commencer avec le vaisseau, ça va arriver sur la plage et on va faire cette transition vers des soldats sur la plage, que ce soit des soldats rebelles d'ailleurs ou pas. Et ça c'est pas mal. Et tout ce qui concerne ça, cette transition à la plage, pour moi, c'est une vraie réussite. C'est ça qui est bien, c'est que tu es vraiment immergé dedans, tu comprends la guerre au sol, dans les airs, dans la tour. C'est top. Pour moi, vraiment, c'est top. Tout ce qui concerne ça, c'est bien. Il y a des mouvements de caméra qui font ces transitions à la perfection. Il y a des bons effets spéciaux, effets pratiques. Tu sens vraiment le côté guerre. Alors, certes, réduite, évidemment, c'est pas une guerre avec des milliers et milliers de personnes, mais c'est efficace pour le coup. Et ça, je trouve que c'est bien. Et tout le délire du gigantisme et les moments héroïques, de voir tout ça arriver, c'est cool. L'échelle du combat, au niveau du sol, au niveau des airs, est vraiment réussie de ce point de vue-là. Je trouve qu'ils ont fait un vrai bon travail. Voir ces monstres de métal tomber et avoir le point de vue des soldats, puis du vaisseau, puis le monstre de métal, on va dire, gigantesque qui fait énormément de dégâts, c'est satisfaisant, c'est bien, c'est immersif, c'est réussi. Et ensuite, t'arrives à toute l'intrigue avec évidemment Jean, K2SO, et là tu pètes un peu un câble parce qu'au fait, oui, la relation avec Jean et K2SO est un peu développée, mais en fait c'est une relation de comédie plus qu'autre chose, et c'est pas hyper touchant. Et le souci, c'est qu'en fait, bah là on se fait chier. Désolé de le dire, mais là je me suis surpris à quel point je me suis emmerdé devant ces deux-là. C'est super long, c'est ennuyant, c'est le truc le moins excitant. Il faut trouver tel document dans une sorte de tour. Bon alors quand ils escaladent la tour, après ça va un peu mieux, mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a un truc mignon par rapport au fait que le projet a le nom du coup d'enfance de Jean que lui donnait son père. Mais sinon, quel ennui quoi. Tu passes de la guerre à nos deux protagonistes, genre les plus importants de l'œuvre, qui se font chier quoi. Qui se font chier. Toi tu te fais chier, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. C'est un vrai massacre, presque, j'ai envie de dire. Et c'était trop long. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la bataille entière est trop longue. Je veux dire, la bataille est cool, mais à la fin, t'es un peu à l'overdose. T'as envie qu'elle s'arrête. Et elle est beaucoup trop longue, d'après moi, même si elle est bien filmée, elle est réussie. C'est genre la partie la plus réussie de l'œuvre.
Après, voilà, la mort de Keito Eso, je trouve que c'est le moment le plus émouvant de l'œuvre, alors qu'il y a quand même le père du personnage principal qui meurt, il y a Sogera, la figure paternelle qui meurt. En fait, c'est le robot, le moment le plus triste, et le robot il se fait prendre plein de balles et il meurt bien plus tard que le premier robot qui s'est pris qu'une balle. Bon, ça encore une fois, c'est un détail, je m'en fous un petit peu, mais c'est voilà, c'est ce petit manque d'émotion par rapport aux autres morts, et c'est le robot qui me fait le plus chialer, entre guillemets. Pas chialer du tout, hein, mais voilà, qui me fait ressentir le plus d'émotion. Et j'aime bien l'idée que tous les personnages se sacrifient au fur et à mesure, parce qu'en fait, tous vont mourir, et c'est ça que tu fais pour la rébellion, tu te sacrifies parce que la cause est plus grande que ta vie, et ça c'est réussi, et ça c'est un petit peu touchant aussi. Et ils sont tous éliminés un par un en se sacrifiant, en faisant des dégâts, et je trouve ça bien. Et le mélange évidemment de Jedi, pas Jedi, croyance, pas croyance, chance, pas chance par rapport au personnage de Donnie Yen, je trouve qu'il est cool. Voilà, il y a ce petit moment là où tout le monde rate. Bah, il y a un petit truc presque choisi de Dieu, il y a un truc religieux et à la fois la chance, et c'est bien, ce genre de bon moment qu'on aime bien, qui est réussi, bien mis en avant, pour moi c'est ce qu'on aime voir. Et aussi c'est un sacrifice et tout le monde meurt dans cette séquence. Évidemment la mort la plus réussie c'est celle de Cassian, mais pas tout de suite parce qu'il y a une fausse mort de Cassian, malheureusement là il est en mode ouais au fait il est mort mais tu sais qu'il est pas mort parce que voilà. Ensuite, il y a le fameux Deus Ex Machina et tout. Bon, pourquoi pas, moi ça me fait un peu chier ce genre de procédé dans les films, mais allez, pourquoi pas. Il y a plein de choses qui sont réussies, je veux dire, en termes de gigantisme, voir ces deux vaisseaux se faire écraser, oui, des gens vont dire, ouais, c'est pas réaliste, ce petit vaisseau, je m'en fous, je m'en fous. Honnêtement, c'est stylé, on va pas aller chercher plus loin, c'est important, ça aide le scénario, ça montre encore une fois le sacrifice des rebelles, c'est bien, honnêtement, c'est bien, je vais pas bitch sur ça pour le coup. Krennic aussi, qui est tué par sa propre création, bah, c'est beau, mine de rien. Voilà, tout ce qu'il voulait avoir lui, c'est contrôler l'étoile de la mort d'un point de vue opérationnel, entre guillemets, et il est tué par ça. D'ailleurs, il est littéralement tué par ça, hein. C'est le laser qui le tue lui et pas l'explosion de la planète. Donc ça, c'est des choses que j'aime bien en termes d'ironie de la séquence, de punition divine, hein. C'est littéralement genre une étoile, genre comme Dieu qui te tue avec un laser de la mort. C'est cool. Et évidemment, la fin entre les deux est touchante, le sacrifice est beau, il y a une relation pas trop romantique, mais un petit peu quand même. Voilà, c'est un lever de soleil, on dirait. Et quand tu connais Andorre maintenant, quand tu te rappelles du discours de Luthien, Andorre, lui, Cassian a le droit à son lever de soleil, mais c'est pas un lever de soleil, hein, ça qui est fort, c'est qu'en fait c'est une explosion nucléaire, disons, donc c'est beau, c'est touchant, l'idée que la rébellion perd ici pour gagner juste après dans le film, c'est une super idée, et la fin est émouvante, la musique est bien, voilà, c'est un choix qui est bien dans un film, quoi. Tuer tous tes personnages principaux pour donner l'espoir pour le prochain film qui survive, bah, je trouve ça génial, ok, je trouve ça touchant, je trouve ça bien, je trouve ça intelligent, c'était bien fait pour le coup, et je pense que le film n'avait pas besoin de la suite. Alors oui, la suite est géniale, c'est Vador, il est menaçant, il est impressionnant, ça sent le reshoot, hein. Pour le coup ça pue le reshoot, mais c'était nécessaire je pense pour le film parce que il manque un petit truc, soyons honnêtes, genre le film sans Vador aussi il est moins bien parce que au moins ça te réveille un petit peu, parce que soyons honnêtes, en revoyant un film aujourd'hui 2h10, je me suis un peu fait chier quoi, je me suis dit putain il n'y a pas d'arc de personnage, il n'y a rien d'intéressant, au moins Vador quoi. C'est facile, hein. Je dis pas que c'est pas facile. C'est très simple de ramener Vador parce que il est stylé, menaçant, charismatique. Il a cette aura, il fait des dégâts et tout. C'est cool. Mais le vrai twist du film, c'est que ça, c'est bien, certes, un reshoot, si on veut, ou peu importe si c'est un reshoot ou pas d'ailleurs. Le vrai twist, c'est qu'on est dans le vaisseau de Leia. Et ça, c'est étonnant parce que tu pensais pas que Rogue One était si proche d'un nouvel espoir. En fait, Rogue One se passe virtuellement 1 heure avant un nouvel espoir ou un truc comme ça. Donc ça, c'est super, c'est génial. Ça, c'est affreux, honnêtement. Même à l'époque, quand je me rappelle, ça, j'avais pas trop aimé. De toute façon, il y a ma critique qui est disponible, hein. Hein, je sais ce que j'ai pensé. Alors, j'ai pas revu ma critique de l'époque. Mais ça, c'est hideux. Surtout quand elle parle. Alors, elle parle pas beaucoup, c'est déjà ça. C'est dégueulasse, c'est immonde. Mais c'est ça mon souci, au fait, avec le film. C'est que je l'ai vraiment revu à la baisse. Et ça me fait chier. Non, mais je vous jure, je suis pas en mode, ouais, tu changes d'avis, Reg et tout. Ouais, je change d'avis, c'est normal, hein. Ça fait 10 ans, je l'ai pas vu. J'ai évolué, j'ai changé. La vie a changé. Mes goûts ont changé aussi. Mais ouais, ça me fait chier parce que je le considérais vraiment comme ces bons films Star Wars. Et là, en le revoyant, j'ai peur de me remater la saga. Tu vois, la trilogie originale que moi j'adore, j'ai peur de me la remater parce que je vais me dire, putain, en fait, c'est nul. Non, je pense pas que la trilogie originale est nulle. Mais là, j'aime bien voilà, le budget qu'ils ont mis dedans, les figurants, certains effets spéciaux, même s'ils sont pas tous excellents, les décors, mais tout semble déconnecté. Pour le coup, il y a des procédés de mise en scène que j'ai pas trouvé intéressants. Le gigantisme est réussi, mais super, d'accord, c'est entre guillemets le seul truc. Les personnages n'ont pas d'arc narratif, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage. Ou alors, ils en ont un petit peu, mais c'est rushé, ça va trop vite. Il y a pas de séquence entre l'équipe, des moments touchants entre eux. Ils ont pas d'alchimie, les personnages. Ça manque d'énergie dans la mise en scène, hein. Sauf pour Scarif qui a plein d'idées, qui est super en termes de film de guerre entre guillemets de SF, c'est vraiment bien Scarif. Le reste c'est champ contre champ, des plans basiques. J'étais un peu déçu quoi. Ça a remis beaucoup de choses en question en moi de revoir ce film, surtout quand tu vois Andorre juste avant, qui Andorre est une masterclass de mise en scène, de scénario, de tout ce que tu veux, même d'action, mine de rien. Et thématiquement c'est bien plus intelligent. Là, thématiquement, c'est un peu vide au final. Surtout
où t'as vu Andor qui thématiquement, bah, c'est une série, il y a 24 épisodes, du coup ça peut plus développer les choses, mais même pour une série, c'est mieux de A à Z que ça, quoi. Ça c'est cool aussi, hein, Rogue One, j'aime bien, j'ai pas détesté, mais ouais, j'étais déçu, parce que je pensais que c'était genre beaucoup mieux, donc je l'ai vraiment revu à la baisse, et ça m'énerve, parce que, mis à part la séquence de Scarif, je trouve que c'est globalement assez raté, et Vador, hein, évidemment, mais Vador c'est un peu simple, voilà, c'est le truc qu'ils ont rajouté pour simplifier les choses, donc ça m'énerve, vraiment, parce que j'en avais un très bon souvenir, et là je ressors de Andor que j'ai fini aujourd'hui plus ça, et je pense qu'en vrai si vous avez pas vu Andor ça doit être mortel, hein. Mais quand t'as vu ce qu'il peut faire avec Andor, et ensuite tu te tapes ça, tu te dis putain, merde, un peu dommage, donc je pense que Andor a clairement biaisé ma vision du film, mais c'est bon, je veux dire, Andor je l'ai vu maintenant, donc j'aurai toujours une vision biaisée du film. Andor a gâché Rogue One, pour moi je pense aussi, pour de vrai, ça reste un film sympathique, mais maintenant je le mettrai plus dans le haut du panier Star Wars, quoi. Et il faudrait que je fasse mon classement Star Wars, d'ailleurs. Je compte pas les revoir, hein, mais ouais, déçu, clairement. Ça m'a vieilli aussi, étonnamment, pour le coup. Et ouais, c'est douloureux de passer d'Andorre à ça. Je pensais que j'allais être bien plus ému. Tu vois, maintenant, je me suis tapé 2 saisons sur Cassian et tout, j'allais être ému. Mais en fait, vu que c'est pas un film sur Cassian, t'es même pas ému. Cassian, il est même pas le personnage principal et il aurait dû être le leader. Tu vois, normalement, l'affiche, ça aurait dû être lui, pas Jin. Mais bon, je comprends, c'est un film sorti 10 ans avant, un peu déçu. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Pour les gens qui l'ont revu après Andorre, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous avez aimé, bah tant mieux, bravo, génial, c'est vous qui avez gagné dans l'histoire. Mais moi, ça me saoule de l'avoir moins aimé aujourd'hui. Et je suis un peu déçu, clairement, parce que en fait, ouais, c'est pas ouf, c'est sympa, en fait c'est basique, c'est cool sans plus, et au final c'est pas si mémorable que ça. Et je pense que je préfère la version que j'avais dans ma tête d'il y a 10 ans que maintenant, même si ça reste cool, quoi. Mais c'était mieux quand j'avais 18 ans. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était beaucoup mieux à l'époque. Mais en tout cas, j'ai envie d'avoir votre avis sur ce film. L'avez-vous adoré, détesté? Surtout, dites-moi si vous avez vu Andor et vous avez revu Rogue One. Est-ce que vous l'avez revu à la baisse? Est-ce que vous l'avez revu à la hausse? Alors oui, en termes d'enjeu, c'est un peu mieux. Rogue One, mine de rien, même si c'est pas parfait. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou même encore Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.